François Coleman, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous êtes d'une part journaliste indépendant, mais aussi assistant et chercheur au département des arts et sciences de la communication à l'Université de Liège. Et votre domaine de recherche, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir du journalisme, les mutations du journalisme à l'ère numérique. Mais avant peut-être de parler du développement du journalisme, je voudrais savoir, en gros, c'est quoi l'état des médias aujourd'hui en Belgique ? Vaste question. On présente souvent les médias en crise, de manière générale, depuis à peu près une vingtaine, voire une trentaine d'années, voire même un petit peu plus. La réalité est un peu plus complexe que ça. Il y a bien sûr une crise des médias, il y a une crise de vocation, il y a une crise de la profession, mais il y a aussi énormément de choses qui se créent parallèlement à cette crise. Donc c'est un constat qu'on peut faire de manière générale, même au-delà de la simple Belgique. Que ce soit en France, même aussi dans les pays anglo-saxons. Donc il y a énormément de choses qui se font tout en étant dans un contexte global de remise en question finalement de pas mal d'acquis de la profession et aussi pas mal de démarches journalistiques qui évoluent beaucoup. Est-ce que le métier de journaliste aujourd'hui est le même qu'il y a 10 ans, 20 ans ? Les fondamentaux ne changent pas, c'est-à-dire la vérification de l'information, la présentation des faits, ça ne change pas, et heureusement, ça ne changera, j'espère, pas trop. Mais la mise en forme de l'information change énormément, la mise en perspective aussi de l'information à l'ère numérique, surtout, évidemment, puisqu'on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup plus de supports qu'avant. Le support Internet a notamment énormément changé la donne, que ce soit avec les smartphones ou avec les connexions Internet. Donc ce fait-là change fondamentalement la manière de présenter l'information, la manière de rendre finalement accessible l'information. Mais les fondamentaux, je le répète, eux ne changent pas. Ma question portait plutôt sur les conditions de travail. On entend souvent parler, les journalistes, de l'évolution de leur métier en termes plutôt négatifs. Est-ce que c'est une réalité, ça ? C'est une réalité. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ou aux États-Unis, on a remarqué que sur les 15 dernières années, la profession avait perdu entre 20 et 30% de ses effectifs. Alors qu'on demande aux journalistes d'en faire toujours un peu plus, d'être multimédia, multiplateforme. Avant, un journaliste était cantonné à la presse écrite, la presse papier, ou alors en radio, ou alors en télévision. Maintenant, on leur demande de pouvoir faire tout, à peu de choses près, dans le même temps imparti, ce qui est évidemment très difficile lorsqu'on ne vient pas nécessairement, par exemple, de la radio, qu'on demande de devoir faire des capsules radio, qu'on ne vient pas de la télévision, qu'on demande de devoir faire ça. Ça provoque chez certains journalistes une forme de résistance, une forme aussi d'inquiétude, parce qu'on n'est pas forcément préparé à faire cela. Surtout, on leur demande de le faire toujours dans des délais très très courts. Bon, le journaliste a l'habitude de travailler rapidement, c'est un petit peu dans son ADN, faire vite, faire bien, mais on leur demande souvent maintenant de faire aussi cela dans des délais vraiment, vraiment très très courts, parce qu'il faut que l'information sorte presque au même moment où elle se produit. Alors quand on parle des nouvelles technologies, du développement du journalisme, on pense évidemment au web, et qui dit web dit vitesse, rapidité d'information. Est-ce que ça c'est l'élément clé du développement ? Quelle est l'importance de la vitesse de l'information aujourd'hui et quel impact est-ce que ça a sur le métier des journalistes ? Il y a plusieurs choses. Vraiment la grande différence qu'on peut voir avant, effectivement, c'est ce côté immédiateté de l'information, mais c'est surtout le côté d'être tenu au courant très vite de n'importe quoi. Une alerte sur un smartphone, on est tenu au courant de ce qu'il se passe. Avant, il fallait se brancher sur un flash radio éventuellement, attendre le journal le lendemain ou le journal du soir en télé. Donc ce côté, effectivement, tout de suite perturbe d'une certaine manière le travail du journaliste, qui est toujours finalement un travail, pas forcément de temps long, mais en tout cas de temps moyen, c'est-à-dire vérifier l'information, la recouper. Et ce temps manque cruellement aux journalistes. Ça, on le remarque très fort. Les couacs, on les voit de plus en plus. Mais d'un autre côté, ça peut pousser aussi les journalistes à être encore plus vigilants, puisque dès que vous faites une erreur, maintenant, vous êtes tout de suite, j'ai presque envie de dire mis sur la brèche, qu'avant, on présente souvent des choses comme ça, lorsque vous vous plantiez, quand vous écrivez par exemple dans un journal quotidien, au pire, vous aviez un coup de téléphone le lendemain, une lettre 2 jours après. Maintenant, dans les commentaires, tout de suite, vous êtes mis, pas au pilori, mais en tout cas, on va tout de suite souligner l'erreur que vous avez pu commettre. Et donc, ce qui peut pousser aussi les journalistes, évidemment, à avoir presque une forme de surveillance permanente, qui peut être stressante aussi, il ne faut pas le nier, évidemment, ce qui peut dire aussi à certains détracteurs que le journaliste se mouille moins. Il ose peut-être moins dire des choses, il va utiliser beaucoup de conditionnels, va utiliser beaucoup de formes qui vont maintenir une sorte de flou autour de l'information pour ne pas justement être pris à partie ou en tout cas être accusé d'avoir sorti une information qui était fausse. Vous avez évoqué les commentaires, ça c'est un peu l'autre élément lié au web, c'est l'interactivité.
Quel est l'impact de l'interactivité? Est-ce qu'on est tombé dans une forme de... Avant, il y avait la course au scoop. Est-ce que maintenant, c'est une course au clic, au like sur Facebook, aux commentaires? Il y a un peu de ça. Il faut savoir que le scoop, finalement, n'existe plus, ou en tout cas plus comme avant, puisque n'importe quel témoin d'un événement sera de toute façon là avant le journaliste, puisque un scoop, voilà, il se passe quelque chose, le journaliste, à moins d'être vraiment sur place et d'avoir la chance d'y être, il sera de toute façon grillé par quelqu'un qui va pouvoir, avec son smartphone, faire une capture ou filmer ou envoyer directement l'information via Twitter, via Facebook ou d'autres moyens. Donc le journaliste, finalement, maintenant son scoop se fait plus, j'ai envie de dire, de manière plus travaillée. Ça va être des informations qui vont sortir, des informations inédites, plus d'enquêtes, plus aussi finalement j'ai envie de dire, revenir à certaines formes de fondamentaux. Ce côté, effectivement, chasse au scoop peut être un problème à gérer, puisque comme le journaliste n'est plus finalement ce qu'on appelle le gatekeeper, donc celui qui va vraiment être le détenteur de l'information en première source, il doit toujours courir après. Donc ça peut parfois un peu poser des problèmes. Quel type de problème? Le problème d'être toujours finalement à la poursuite de l'information, surtout par rapport au milieu très concurrentiel. Si le journal concurrent l'a sorti avant vous, vous allez vous faire engueuler par votre rédacteur en chef parce que voilà, les concurrents l'ont sorti avant. Comment ça se fait que tu n'as pas sorti plus tôt l'information? Parce que j'ai peut-être dû la vérifier, ou j'étais peut-être pas certain, ou j'étais sur une autre affaire. Donc ça pousse finalement à balancer l'information pour les crûments de manière parfois, voire un peu trop souvent, non vérifiée. Et on le voit, il y a souvent des couacs comme ça qui sortent. Le dernier en date, c'est effectivement l'annonce de la mort en France de Martin Bouygues qui a été repris par tous les médias parce que c'était à l'origine une dépêche AFP. Quand une dépêche AFP sort, généralement on ne la vérifie pas, on la sort telle quelle parce qu'on pense que le travail de vérification a déjà été fait par les journalistes de l'agence France Presse. Ici, bon, évidemment, ça a été un gros couac. Mais ça arrive encore, évidemment. Vous avez pointé ces citoyens qui deviennent producteurs d'informations, effectivement en tweetant, en prenant des photos, voire des vidéos. On se souvient à Verviers lors de l'intervention antiterroriste, la vidéo d'un passant qui a complètement buzzé sur le web. Est-ce que ça change la donne en termes peut-être même de statut du métier de journaliste? Est-ce qu'on maintenant on peut parler de journalisme citoyen? Est-ce que tout le monde devient un peu journaliste? Où on en est par rapport à ça? Il faut savoir que déjà l'accès à la profession n'est pas réglementé. Vous n'avez pas besoin, comme d'un diplôme spécial, comme vous êtes architecte, médecin, avocat, etc., pour pouvoir être journaliste. Tout qui finalement a un certain talent, respecte des règles de déontologie, est engagé par un média, peut prétendre être journaliste. Partant de ça, la facilité à laquelle maintenant on peut diffuser l'information pousse évidemment pas mal de gens, que ce soit des militants pour certaines causes, que ce soit des associations, que ce soit des kidams moyens ou des passionnés aussi de certaines matières, à prendre la plume, à prendre une caméra et à se dire moi aussi je vais produire du contenu, je vais produire de l'information. Permettre à tout le monde, à tout un chacun de publier de l'information peut permettre aussi à certains médias d'alimenter leur audience, puisqu'on va reprendre, parce que c'est gratuit, l'information produite par des citoyens lambda pour alimenter son propre site. Ce que font par exemple les sites comme BuzzFeed, comme Huffington Post, etc., qui sont un peu, eux, à la marge entre l'information et ce qu'on appelle l'infotainment. Donc des vidéos, des contenus à peu de frais qui alimentent une audience, qui font du clic, comme on dit, et qui surtout rapportent évidemment des revenus publicitaires, puisque c'est aussi, on y reviendra peut-être plus tard, l'un des problèmes actuels, c'est les recettes publicitaires qui plongent pour la presse. Les blogueurs, par exemple, on connaît des noms en Belgique de blogueurs qui ont une visibilité telle parfois qu'ils dépassent certains médias traditionnels. Est-ce que les blogueurs sont des journalistes aujourd'hui? Je dirais plutôt que ce sont des leaders d'opinion dans leur secteur. Quand ils ont une certaine expertise, quand ils sont reconnus, quand ils ont des analyses correctes, critiques, fiables, pourquoi finalement ne pas leur donner aussi du crédit? Évidemment, ça peut poser un problème à certains journalistes parce qu'il y avait avant une forme de chasse gardée finalement. Donc là, la parole s'est plutôt diluée. C'est pas, je pense, à mon sens, c'est pas forcément négatif. Maintenant, il faut le voir évidemment tout le crédit qu'on apporte à ces leaders d'opinion. Et il y a énormément de secteurs différents. Évidemment, quand on touche des secteurs plus sensibles où la vérification, l'information est importante, on est moins dans l'éditorial. Ça pose des questions. Que des blogueurs maintenant qui, par exemple en mode, ça marche énormément, des blogueuses mode qui font plus d'audience que certains magazines comme Elle, comme Vogue ou ce genre de choses. Certains sont même finalement récupérés par des médias traditionnels pour devenir, pas forcément des journalistes, mais en tout cas des chroniqueurs, des experts qui sont invités à donner leur avis sur pas mal d'événements, sur pas mal de choses qui se passent,
parce qu'ils amènent avec eux tout un certain nombre de followers, donc ces personnes qui vous suivent, que ce soit sur Twitter ou sur votre blog, qui sont une audience. Donc une audience, c'est quelque chose de très intéressant pour un média, puisque voilà, ça va amener pas mal de gens à venir sur votre site, et donc ramener évidemment un petit peu de revenus publicitaires. Depuis le début de cette conversation, vous évoquez cette mutation du journalisme comme une opportunité à saisir. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des exemples concrets d'expériences, d'expérimentations qui sont menées actuellement dans le journalisme et qui sont des réussites? On remarque grâce au support Internet, grâce au support numérique, qu'on peut faire énormément de choses, que ça se développe finalement d'année en année, voire de mois en mois, ce qui est parfois un peu un problème lorsqu'on fait des recherches scientifiques là-dessus, c'est que les conclusions qu'on tire finalement sont presque périmées au bout de 6 mois parce que la situation évolue beaucoup plus vite que la recherche, puisqu'on est toujours finalement un train en retard, puisque nous, on doit prendre un peu de recul, une position de surplomb pour pouvoir analyser cette situation. Et on se rend compte que les journalistes, souvent d'ailleurs, ça vient souvent de la base, de journalistes qui parfois se sentent un peu frustrés dans leur rédaction ou en tout cas aimeraient faire plus, ont des compétences aussi techniques que n'avaient pas forcément les journalistes il y a 10 ans parce que l'évolution a fait que, proposent d'autres manières de présenter l'information. On pense par exemple au web documentaire qui a énormément de formes différentes, on pense à l'infographie interactive qui permet de mettre très vite en information des matières qui sont beaucoup plus complexes, par exemple un budget. Le budget de l'État, par exemple, ce sont vraiment des thématiques qui sont très difficiles à vulgariser, avec des infographies simples, avec des schémas, où l'internaute, simplement en déplaçant sa souris sur certains éléments, peut apprendre par lui-même des informations essentielles. Voilà, ce sont des éléments qui n'existaient pas avant, permis évidemment par ce côté interactif, permis évidemment aussi par la plus grande rapidité aussi de connexion. On oublie parfois, mais la DSL finalement ça n'a qu'une quinzaine d'années. Donc avant c'était beaucoup plus compliqué finalement de pouvoir même charger des images ou des vidéos. Il y a aussi d'autres formes où on joue aussi parfois même de l'interactivité pour finalement réussir à créer un lien avec son auditeur. On parle toujours d'un affectif lié au lecteur vis-à-vis d'un titre de journal, mais on essaye encore de tisser ce lien. Et puis, le journaliste est concurrencé aussi par énormément d'autres médias. Quand on regarde les courbes d'audience, il faut savoir que Google et Facebook ramènent à peu près entre 50 et 60% de l'audience vers les sites d'information. Ça veut dire que les gens sont sur leur mur Facebook, ils voient énormément d'autres choses. Donc on doit aussi s'adapter finalement à ce qu'on voit ailleurs. Donc il y a une influence finalement aussi entre, je le disais tout à l'heure, les sites d'infotainment et la presse plutôt traditionnelle qui doit jouer aussi de ces codes. Est-ce qu'un exemple comme celui de Mediapart en France, qui est donc un média exclusivement numérique, mais qui prend un peu le contre-pied de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'à la place de la rapidité, il privilégie plutôt la lenteur et ce qu'on appelle le slow media, c'est-à-dire d'aller dans la profondeur des choses et de sortir des enquêtes en profondeur. Est-ce que ça relève aussi de cette mutation du journalisme ou au contraire c'est une sorte de résistance et de retour à l'ancienne forme du journalisme ? Mediapart, c'était un pari en 2008 quand ils se sont lancés, un pari qui maintenant réussit puisqu'ils vont passer les 100 000 abonnés, puisque à la différence d'autres pure players, donc les médias uniquement présents en ligne, ils sont totalement payants, c'est-à-dire que vous devez vous acquitter d'un abonnement pour pouvoir avoir accès au contenu. Que des sites comme on présente souvent Rue 89 en opposition à Mediapart, eux sont totalement gratuits. Donc c'était un pari assez osé et eux ils se sont basés sur quoi? Sur leur plus-value. Leur plus-value c'est quoi? C'est l'investigation, l'enquête, vraiment le travail de temps long, le journalisme de temps long comme on l'appelle, parce qu'ils partaient d'un constat, donc Edu Plenel, le fondateur de Mediapart, c'est que les informations qui demandaient beaucoup de travail, parfois on met 3 semaines un journaliste sur une enquête, c'est énorme, étaient de moins en moins traitées dans la presse classique par manque de moyens, par manque de gens. Et donc, ils se sont dit, on va revenir finalement vers les fondamentaux du journalisme. Pas que ça a été abandonné par les autres médias, mais en tout cas, on y mettait moins de moyens qu'avant. Et eux, ils se basent vraiment sur la qualité de l'information et de se dire, si on propose un contenu vraiment riche, vraiment varié, qui révèle des choses, qui aide aussi le citoyen à comprendre finalement le monde qui l'entoure, on peut en tirer les bénéfices et on peut finalement fédérer autour de son titre toute une communauté de personnes. Et là, effectivement, on parle de 100 000 abonnés, d'une reconnaissance aussi au niveau européen, voire mondial. Mediapart fait vraiment figure de cas d'école. Est-ce qu'un Mediapart est possible en Belgique ? Le marché est quand même relativement restreint en Belgique. Il y a un exemple de pure player qui s'appelle lapage.be qui fonctionne en Flandre, qui a
peu d'abonnés pour le moment, mais qui essaye de proposer autre chose. Il y a eu une version francophone d'Apache qui n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais qui avait le mérite en tout cas d'essayer, de tenter quelque chose, de se dire, ben voilà, on va peut-être prendre le temps de vous raconter de l'histoire. Et puis aussi, il faut bien le dire, les pure players ne vont pas concurrencer les médias sur leur, sur leur core business, c'est-à-dire ils ne vont pas aller dans les médiathèques d'information, il n'y aura pas de fil info, il n'y a pas d'abonnement aux dépêches d'agence, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens de un, parce qu'ils ont des petites rédactions. Donc on va se dire, voilà, notre combat, ce n'est pas celui-là, on va proposer un autre produit, et puis aussi c'est une bête règle commerciale. Si on veut se démarquer, il faut proposer quelque chose de différent, tout simplement pour survivre. Pour conclure cette pause café, François Coleman, je voudrais vous demander, est-ce que les journalistes ont une espèce en voie de disparition ou au contraire, est-ce qu'on est à l'aube de la renaissance d'une nouvelle forme de journalisme? Il faut savoir que dans l'histoire, on a souvent condamné le journalisme. À l'apparition de la radio, on pensait que la presse écrite allait mourir. Pareil à l'apparition de la télévision. Pareil quand Internet s'est vraiment beaucoup développé. On s'est rendu compte de quoi? C'est que la presse finalement s'adaptait toujours finalement à ce nouveau concurrent, ce nouveau support qui venait finalement bouleverser un petit peu les habitudes des journalistes, la manière de faire de l'information. Je pense ici on est vraiment à un tournant, peut-être pas forcément décisif, mais en tout cas qui va modifier d'une certaine manière les usages des journalistes, mais aussi la manière dont on reçoit l'information lorsqu'on est simple lecteur ou internaute. Donc il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer. Ce qui est certain, c'est que la presse quotidienne papier, elle, est en train vraiment de subir très fortement la crise, finalement, qu'on appelle depuis une dizaine d'années, et qui est celle qui doit changer le plus rapidement si elle veut survivre. Et on le voit très fortement maintenant avec le développement du contenu sur Internet. Il faut savoir qu'il y a plus de lecteurs numériques que de lecteurs papier sur la presse quotidienne à présent. Donc il y a vraiment là un enjeu pour les quotidiens à réussir finalement à gagner de l'argent avec cela. Parce qu'on oublie souvent, mais la presse est avant tout une entreprise. Donc elle a besoin aussi de vendre son information, de faire une plus-value sur son information pour pouvoir simplement survivre, payer ses journalistes pour qu'ils fassent un bon travail. Moins vous payez bien vos journalistes, moins ils vont bien faire l'information. Donc il y a un peu ce côté-là finalement très essentiel qu'on est en train de vivre pour le moment qui, je pense, va vraiment définir quel sera le journalisme de demain. Est-ce qu'aujourd'hui l'information a encore un prix que les lecteurs sont prêts à payer? Mais ça, c'est tout le débat, évidemment. Depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait un péché originel, que lorsque les médias sont investis sur Internet, ils l'ont fait de manière un petit peu expérimentale, sans vraiment croire au support. Il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans, on est allé sur Internet parce qu'il fallait bien y aller, sans trop savoir ce qu'on allait faire. L'information était gratuite tout de suite. Donc il y a vraiment une sorte de césure qui s'est faite dès le début. Maintenant, on court un petit peu après son lecteur et se demander comment réussir à lui faire payer l'information. Ça passe par la plus-value, ça passe par une information qu'on ne trouvera pas ailleurs si on ne met pas la main au portefeuille. Et à nouveau, c'est peut-être aussi dans les mœurs qu'il faut changer les choses. On ne trouve pas ça anormal quand on va chez son libraire de payer 1,50 € pour prendre son journal. Pourquoi est-ce que c'est parfois plus psychologiquement difficile de débourser 5 € pour un abonnement mensuel sur un quotidien? Donc là, il y a peut-être aussi un travail d'éducation à faire, mais ça ne peut marcher à mon sens que par vraiment une offre que les journaux vont devoir proposer aux lecteurs pour leur dire, ben voilà, ici vous allez voir de l'information différente, mieux traitée, ou en tout cas plus riche que chez nos concurrents. Donc ça vaut peut-être la peine de débourser, pas grand-chose, c'est moins cher quand même que la presse papier, pour nous suivre et pour être informés. François Coleman, merci. C'est moi. Et merci pour le café. Je vous en prie.